Salut à toi, jeune oreille étudiante attentive, et bienvenue au Point Q du SSU, le podcast des ERS qui t'informe sur ta sexualité. Pour ce 4e épisode, nous avons décidé de vous présenter un format un petit peu particulier, puisque ce 4e épisode prendra la forme d'un live que nous avons enregistré en partenariat avec le podcast Le Bruit qui court et l'association Biotopie, dans le cadre du mois de l'égalité et de l'inclusivité. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Du coup, on est là pour enregistrer un podcast donc, en commun entre le service santé universitaire et plus particulièrement son podcast Le Point Q du SSU et donc le bruit qui court. Le service santé universitaire, c'est un centre de santé qui est réservé aux étudiants et qui est sans avance de frais. Donc vous pouvez venir consulter des médecins, voir des infirmières, des assistantes sociales, des psychologues et plein d'autres professionnels de santé et du social, tout ça sans avance de frais, donc il ne faut pas hésiter. Si vous voulez, on a plusieurs sites en fait où vous pouvez vous rendre. Donc on a le plus gros site qui est Dolé, donc dans la résidence universitaire, mais on a aussi un site au niveau de la maison de la vie étudiante sur le campus des CESO. On a aussi une infirmerie à l'IUT des CESO, une infirmerie aussi en STAPS, mais qui va bientôt fermer normalement. Et la dernière infirmerie donc, se situe sur le site Gergovia, à la faculté de lettres. On a aussi des infirmières sur les sites délocalisés, donc Moulins, Vichy, Montluçon, Le Puy-en-Velay, Aurillac, si j'ai pas oublié de site. Voilà. Et donc, moi, je suis Emeline Borne, je suis chargée de prévention. Et du coup, je m'occupe de monter des projets de promotion de la santé envers tous les étudiants. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a monté avec Karine Savel, qui est infirmière sexologue au SSU, le Point Q du SSU l'année dernière, avec la crise du Covid. C'est vrai qu'on a voulu créer un nouveau support parce qu'on faisait déjà pas mal de vidéos, mais on s'est dit comment toucher les étudiants qu'on ne peut plus toucher en présentiel. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de monter ce podcast qui parle de santé sexuelle. Voilà. Donc, je vous invite à aller écouter notre podcast qui est disponible donc, sur YouTube, sur la chaîne YouTube des étudiants Relais Santé ou sur Spotify. Là, c'est notre 4e épisode. Pour cet épisode, et dans le cadre du mois de l'égalité et de l'inclusivité, on voulait parler des droits en santé sexuelle. Bonjour Chloé, bonjour Nour. Bonjour. Et bienvenue du coup sur notre podcast Le Point Q du SSU. Et alors aujourd'hui on a eu envie de vous inviter sur le Point Q pour discuter avec vous donc des droits en santé sexuelle et plus particulièrement des droits en santé sexuelle et reproductive de la femme dans le monde. Donc avant ça, on a fait une première partie qu'on a enregistrée avec Frédéric Galtier qui est sexologue et qui est chargé de projet à l'IREPS 63. Et donc, on a voulu faire une première partie plutôt très théorique des droits en santé sexuelle. Alors, donc, moi, je suis effectivement chargé de projet dans cette association régionale qui s'appelle l'IREPS, qui est l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, plus particulièrement sur l'antenne du Puy-de-Dôme. Et au sein de l'IREPS, je suis référent sur les questions de santé sexuelle. Et à côté de l'IREPS, j'exerce aussi en tant que sexologue dans des consultations au dispensaire Émile Roux de Clermont-Ferrand. D'accord. Et bien du coup, on va vous poser quelques questions. Donc la première question, ce serait est-ce que nous avons des droits en santé sexuelle ? Alors oui, tout le monde a des droits en santé sexuelle, quel que soit notre âge et quel que soit notre sexe, quel que soit notre genre, quelle que soit notre orientation sexuelle. Ces droits, ils ont été dictés par l'Organisation mondiale de la santé. Il y a quelques années, ils sont au nombre de 10, que je peux rapidement citer, qui sont le droit de jouir du meilleur état de santé sexuelle possible pour chacun d'entre nous, en ayant notamment accès à tous les services médicaux qui sont spécialisés en matière de santé, que ce soit par exemple des consultations de spécialistes, que ce soit
des consultations dans les centres de planification, que ce soit des consultations plus spécifiques comme par exemple les services comme le SECOS, qui s'occupe de la question de la fertilité. Donc ça, c'est un des droits. Après, on a le droit de demander, d'obtenir, de transmettre des informations ayant trait à la sexualité. Là aussi, encore une fois, quel que soit notre sexe, quel que soit notre âge, c'est un droit qui devrait nous être garanti. On a droit tous et toutes à une éducation à la sexualité, le droit au respect de notre intégrité physique, donc ce qui sous-entend qu'on ne peut pas porter atteinte à notre corps sans notre consentement, droit au choix de notre partenaire, quel qu'il soit, droit de décider d'avoir une vie sexuelle ou non, parce que c'est important de dire qu'il n'y a pas d'obligation non plus, droit à avoir des relations sexuelles qui soient consensuelles, idem pour le mariage qui doit être consensuel, le droit de décider d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant au moment de son choix, et enfin le droit d'avoir une vie sexuelle qui soit la plus satisfaisante possible, agréable et surtout sans risque. Voilà, ça c'est les droits qui sont édictés et qui devraient être accordés à n'importe quel être humain sur Terre. D'accord. Et du coup, ces droits, d'où viennent-ils ? Alors, comme je disais, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui les a prévus et dictés en 2002, quand ils ont donné la dernière définition de la santé sexuelle, qui est en cours. Et l'OMS a rédigé ces droits-là dans un souci en fait, d'universalisme. Donc cette idée, encore une fois, que ça puisse vraiment être accordé à tout le monde. Et ils sont apparus au fur et à mesure des années, grâce à différentes conférences, différents moments qui ont réuni différents États mondiaux pour arriver à petit bâtir ces droits-là et faire en sorte qu'on puisse les développer en s'attachant beaucoup aux droits accordés aux femmes. C'est quand même aussi la base de ces droits-là au départ, puisque c'est malheureusement elles qui payent le plus lourd tribut généralement à l'échelle planétaire en termes de droits bafoués. L'idée aussi, c'est de renforcer en fait les droits de l'homme, tout simplement, qui ne tenaient pas forcément compte de la question de la sexualité jusque-là. Donc c'est rajouter des droits fondamentaux et universels à cette question même des droits de l'homme. Et c'est prendre en compte aussi la question de la santé reproductive, la question du genre dans les droits de l'homme qui n'existait pas forcément avant, avec cet angle, comme je le disais, plus axé aussi sur la sexualité des femmes. Ces droits-là, ils sont édictés par l'OMS d'une part, et puis après, il y a des structures comme l'UNESCO qui essayent de veiller à leur mise en place, à essayer de faire en sorte que dans les États, ça puisse être quelque chose qui soit respecté, puisque c'est pas parce qu'il y a des droits en santé sexuelle qui sont forcément appliqués et forcément respectés dans chacun des pays. D'accord. Et concrètement, comment vous faites du coup, ou comment les organismes font pour veiller à ce que ce soit respecté ? Il y a des dispositifs ou comment ça marche en fait ? Alors, il y a tout ce qui va, à mon avis, là, je réponds un peu au pifomètre, je ne sais pas exactement comment les États s'y prennent, mais en tout cas, il y a pour nous déjà, en tant que citoyens, des recours qu'on peut avoir si l'on estime que nos droits sont bafoués. Si on est résident en France, on va avoir recours à, on va dire, le plus proche, c'est déjà un commissariat, tout simplement, si on a été victime d'une agression, d'une violence. Ça, c'est une possibilité qui nous est faite. Et puis après, si on monte en hiérarchie, on va pouvoir interpeller le défenseur des droits, dont l'action vise justement à faire respecter les droits de chaque individu sur le territoire français. À l'échelle européenne, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, qui peut être elle aussi interpellée par rapport à des dysfonctionnements. On peut avoir recours à des associations aussi militantes et qui peuvent être porte-parole justement de causes et qui peuvent défendre aussi des individus par
droit. Et après, on va dire que des instances comme l'OMS, comme l'ONU, comme l'UNESCO sont des structures aussi qui interpellent les États en fonction de droits qui sont bafoués d'une manière ou d'une autre, au regard de témoignages qui ont été faits, de problématiques d'envergure et qui vont interpeller les États sur le non-respect de ces droits. Mais encore une fois, il n'y a pas de possibilité d'agir, à ma connaissance en tout cas, d'agir directement sur ces États pour qu'ils changent une loi. C'est simplement un long processus qui, en se référant aux droits de l'homme en général, ramène les États à leur responsabilité de faire respecter ces droits-là et d'essayer de tendre à faire évoluer une politique, une loi. Mais on se heurte forcément à des cultures différentes, à des religions différentes. Tous ces éléments, il faut en prendre compte pour que ça puisse bouger, que ça puisse évoluer. Donc ça ne se fait pas comme ça. Mais ça peut se faire à l'échelle aussi, par exemple, d'une épidémie. On peut imaginer que quand un État qui fait face à une épidémie comme le VIH, par exemple, et qui ne met pas en place les réponses suffisantes pour enrayer cette épidémie, là, c'est un indicateur assez fort pour dire il faut pouvoir agir parce que là, il y a un danger direct et qu'en plus, d'une manière ou d'une autre, vous participez à ce que cette épidémie perdure, alors qu'on est plutôt dans une logique de faire en sorte qu'elle s'arrête. Donc s'il n'y a par exemple pas de moyens de protection qui sont mis en place, pas de consultation accessible, pas de dépistage mis en place, qu'il y a des difficultés à mettre en place du traitement, des choses comme ça, on peut essayer de se servir de ça aussi pour influer une politique de santé, par exemple. D'accord. La prochaine question, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter sur à quoi servent ces droits en santé sexuelle ? Alors, la philosophie, on va dire, qui sous-tend la question des droits en santé sexuelle, elle est de l'ordre de la fraternité, en fait, c'est-à-dire de faire en sorte qu'à l'échelle du monde, tous les hommes, toutes les femmes de bonne volonté puissent se battre avec ces outils-là pour faire respecter des droits fondamentaux pour chaque individu et de faire en sorte qu'effectivement on puisse vivre ensemble sans qu'il y ait des discriminations, sans qu'il y ait le fait que ces droits soient bafoués. Donc ça peut paraître comme ça assez utopique, mais en fait c'est aussi dans des valeurs qu'on va défendre, qui nous animent et qui font qu'on va se battre aussi pour des idéaux auxquels on croit, et dans un souci, encore une fois, qui est, à l'échelle planétaire, une relative harmonie sur ces questions-là, notamment envers les peuples. Mais voilà, je conçois qu'en disant ça, ça a l'air un peu... ça fait un peu... tout rose, tout beau, mais c'est aussi, je pense, la coloration qu'il faut donner à tout ça. C'est quand même cette idée de fraternité. C'est considérer quand même que chaque être humain est égal à un autre, donc il y a un souci aussi d'équité. À travers la question de ses droits, c'est reconnaître chaque individu dans cette question-là d'égalité de sexe, encore une fois, égalité de genre. C'est derrière l'idée qu'il n'y ait pas de discrimination, qui soit basée sur une orientation par exemple, sur un sexe, sur un genre. C'est le fait de donner aux individus une relative liberté, une relative autonomie dans leur choix, et là on peut plus particulièrement penser aux femmes, de se dire que voilà, à travers le monde, toutes les femmes ne peuvent pas disposer de leur corps comme elles le souhaitent, ne peuvent pas forcément choisir du moment où elles auront un enfant, choisir de ne pas en avoir, n'ont pas forcément de recours à la contraception, encore moins à l'avortement par exemple. Donc c'est aussi défendre ça derrière, ce souci que pour tout être humain, il puisse y avoir garanti, quel que soit l'endroit où on vit, ces mêmes droits fondamentaux. C'est amener les États à s'interroger sur les besoins primaires, on va dire, de chaque individu aussi, et de se dire que la santé sexuelle, tout comme la santé mentale, c'est fondamental. C'est pas quelque chose d'accessoire, c'est d'essayer
par l'intérieur de ces droits, ce que je disais tout à l'heure, d'influer des politiques, parfois aussi, qui peuvent être des politiques au niveau de la santé ou de la santé mentale. Je pense aussi que dans un pays comme le nôtre, les questions des droits, elle va parfois guider des actions, des programmes, des projets, en se disant à travers la défense de ces droits-là, on va pouvoir aussi monter telle ou telle action auprès de tel ou tel public. Voilà, et c'est ce sentiment, encore une fois, d'égalité pour chacun et chacune, qui est fondamental, je pense, qui préside vraiment cette question des droits. D'accord. Donc finalement, ce que vous dites, c'est que ces droits pour la santé sexuelle sont les mêmes pour tous. Ils devraient l'être, ouais. Dans les faits, c'est pas toujours le cas, mais ils devraient l'être. Pour tout le monde. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu des changements récents par rapport à tout ça ? Alors, il y a un socle commun, encore une fois, qui est proposé à tous les pays. Après, chacun son empare ou pas, hein, ce qu'on disait. On a la barrière après culturelle qui va notamment entrer en ligne de compte. Si on prend un exemple celui de la France, on peut se dire qu'il y a des choses qui, effectivement, ces dernières années ont changé. Très récemment, par exemple, on a vu que l'allongement du délai de l'IVG a été voté. Bon, voilà, ça c'est une revendication qui fait partie des droits fondamentaux à disposer de son corps, hein, qui concerne plus particulièrement les femmes. Sur le champ du VIH, on a vu aussi le remboursement, par exemple, des préservatifs externes, qui était une revendication. On a vu un élargissement du dépistage avec de nouvelles modalités, avec ce qu'on appelle l'opération maintenant au labo sans ordo, où là l'idée c'est de rendre encore plus accessible le dépistage à chacun et à chacune, donc de pouvoir se rendre dans un laboratoire et faire un test gratuitement sans qu'il y ait une ordonnance comme c'était le cas avant. J'avais noté aussi comme évolution récente, c'est bien la loi de protection des mineurs qui a bougé, qui a changé l'an dernier et qui a vu par exemple élargir la protection des mineurs, notamment par rapport à la question du viol, par rapport à la question des relations avec un adulte. Alors, c'est une loi qui a fait beaucoup débat et qui a vu renforcer la protection des mineurs. Bon, ça on peut concrètement mesurer, voilà, ça c'est des évolutions qui se passent dans un pays, là c'est le nôtre, qui, même si on peut dire que dans notre pays, la plupart des droits sont garantis, et quand on creuse, c'est pas toujours forcément le cas. Encore une fois, ça dépend qui on est, ça dépend où on habite, ça dépend le sexe que l'on a, le genre qu'on revendique, ça dépend si j'ai un handicap ou si je n'en ai pas. Si je suis une personne vieillissante, eh bien on va moins bien considérer ma sexualité qu'un adolescent, par exemple, parce qu'on va moins considérer qu'elle est importante, indispensable. Enfin, oui, il y a toutes ces petites nuances qu'il faut apporter, mais enfin, globalement, dans notre pays, on a beaucoup de chance par rapport à d'autres, mais il y a encore des choses qui doivent être bougées, améliorées. Les exemples que je donnais, ça illustre un peu ça, que ces droits, ils sont posés, mais après, à l'intérieur, il faut faire bouger des lignes, constamment. Voilà. D'accord. Donc ils sont les mêmes, mais dans tous les pays du monde, on est d'accord ? Oui. D'accord. Oui. Voilà pour cette première partie avec Frédéric Galtier sur les droits en santé sexuelle. Maintenant, je laisse la parole à Karine Savel, infirmière sexologue au SSU. Bonjour Karine, est-ce que tu peux d'abord te présenter ? Donc bonsoir, je suis très contente d'être là ce soir. Donc moi je suis Karine Savel, je suis infirmière sexologue à la fois au service de santé universitaire où effectivement j'ai une consultation de sexologie les jeudis matins à l'IUT, donc complètement gratuite. Et aussi je travaille à 40% au CHU et aussi au CHU je fais que la sexologie pour des personnes qui ont des pathologies chroniques. Donc concernant ces droits en santé sexuelle, ça nous a amené à faire connaissance avec le podcast Le Bruit qui court, qui se focalise sur les droits de la femme. Et donc nous avons le plaisir d'avoir Chloé et Nour qui font partie donc de ce podcast. Donc pour introduire un petit peu le podcast, on aurait aimé savoir, nous qui vous connaissons peu, c'est quoi ce projet de podcast du bruit qui court, d'où vous est venue l'idée, est-ce que vous avez des financements et quelle est sa mission ?
Oui, du coup, moi, je suis Chloé, je suis la chef de projet du Bruit qui court Campus. Donc, à la base, le Bruit qui court, c'est un podcast que j'ai créé toute seule, de mon côté, il y a 2 ans et demi, où j'interviewais des femmes du monde entier. Donc, à chaque épisode, on est sur la présentation d'un pays et d'une femme, du coup, qui témoigne et qui parle de la condition des femmes dans son pays sans préjugés, sans qu'on lui coupe la parole et avec sa vision à elle, parce qu'on donne peu la parole aux personnes étrangères et encore moins aux femmes étrangères. Donc le but, c'était vraiment redonner la parole à ces femmes-là. Et le podcast a fait son petit bonhomme de chemin et la Commission européenne a décidé de le soutenir pour aller plus loin dans la promotion à égalité femmes-hommes, en prenant un biais jeunesse, donc d'où le Bruit qui court Campus. Et par rapport à ça, je suis devenue du coup la chef de projet de ce projet, où j'ai monté une team d'étudiantes, dont Nour et d'autres ici sont présentes, où elles sont à la fois étudiantes françaises et étudiantes internationales. Elles ont été formées au podcast pour s'interviewer entre elles. Et à côté de ça, on fait des événements physiques comme l'événement qu'on fait aujourd'hui avec vous pour développer leurs thèmes de podcast plus en détail. Donc là, typiquement, on développe le thème de Nour plus en détail, qui a été interviewé par Romane, qui est juste là. Et donc voilà, là, le nouveau projet du Bruit qui court, c'est ça. D'accord, donc on voit en fait que ce projet devient de plus en plus ambitieux. C'est toi qui as déposé une demande de financement pour promouvoir ou finalement tu t'es fait connaître de bouche à oreille et le bruit a couru et ainsi de suite? Non, j'ai fait une demande de financement avec le biais du Grain, donc qui est l'association qui héberge le Bruit qui court. Donc c'est un café associatif à Clermont. Et donc on fait partie des 16 lauréats qui ont eu le soutien de la Commission européenne. D'accord, super. Félicitations. Donc je pense que tu es maintenant tout à fait légitime pour parler et nous faire un petit état des lieux des droits en santé sexuelle et reproductive dans le monde. Peut-être on peut commencer par une vision un peu globale des législations, des droits dans les différents pays. Oui, alors je vais essayer de manière succincte parce que forcément c'est énorme comme masse d'informations. Les droits en santé sexuelle et reproductive, ils sont pas très bien respectés malheureusement, et surtout les personnes qui sont le plus touchées par ces violations de droits, ce sont les femmes, pour une écrasante majorité bien sûr. Et donc ce qui est intéressant aussi pour nous de lier avec le podcast, c'est qu'en fait le Bruit qui court, ça permet de voir que malgré les pays, on change de pays, on change de langue, on traverse les frontières, mais en fait on subit absolument toutes les mêmes discriminations, mais à des niveaux différents. Donc par exemple, il y aura des pays qui interdiront complètement l'avortement, d'autres où ce sera seulement en cas de viol et de malformation, et c'est pareil pour tout. Beaucoup de violences conjugales, un petit peu moins. Enfin, voilà, donc c'est... En fait, il n'y a pas de pays magique où les femmes sont protégées et où leurs droits sexuels sont parfaitement respectés. En fait, il y a des thématiques communes, si je comprends bien, et qui sont modulées suivant les pays. Les droits sont bafoués de façon tout à fait différente d'un pays à l'autre, mais il ne semble pas y avoir, de ce que tu dis, de pays où tous les droits semblent être respectés, ou pas totalement en tout cas. Pas totalement du tout, et puis surtout... Tout ce qui touche aux droits des femmes, c'est un perpétuel on avance, on recule, mais quasi simultanément, quoi. C'est vraiment... là, on l'a vu récemment avec les États-Unis, les retours qui ont été faits sur le droit à l'avortement, sur un pays comme les États-Unis, on n'aurait pas pu le prédire. Alors que, dans un des pays les plus puissants du monde, on a fait un retour conséquent sur un des droits fondamentaux des femmes. Donc, c'est quand même énorme. Donc ces droits sont toujours en péril, même s'il y a des avancées suivant les régimes politiques, suivant les crises du moment, suivant un tas de choses. Suivant les régimes politiques, les volontés politiques, parce que, comme le disait du coup Frédéric Galtier, les droits, ils existent, internationaux, ils sont là, donc les droits internationaux, on est censé le mettre dans notre droit national, on n'y est pas contraint, mais on est quand même censé le faire. Mais malheureusement, ça reste... fragile. Ouais, ça reste complètement fragile, et soit il y a une volonté politique de le faire, soit il n'y a pas de volonté politique. Et concernant les crises, bien sûr, chaque crise politique, économique ou sociale peut être une menace aux droits des femmes, et là on l'a vu en plus avec la crise sanitaire qui a eu un impact concret sur nos droits.
Du coup, je ne vais pas vous refaire l'historique de ce que les conventions internationales ont prévu, mais en gros, depuis les années 80, on prend en compte les droits humains, depuis les années 90, ceux des femmes particulièrement. Et depuis, on a eu toute une ribambelle de traités internationaux, de rapports de l'ONU, etc., qui œuvrent toujours dans le même sens. Donc on a fait des progrès, mais comme je disais avant, on recule, on avance. Et là, le dernier rapport de l'ONU qui date de l'an dernier estimait quand même que dans le monde, une femme sur 2 est privée de son droit à disposer de son corps. Donc on est sur un chiffre complètement... c'est tombé l'an dernier. Donc ce rapport, il met en lumière les atteintes aux droits sexuels des femmes qui sont encore pratiquées aujourd'hui. Donc les grands thèmes, c'est les relations sexuelles, le recours à la contraception plus ou moins facile et les recherches qui sont faites en soins et santé sexuelle. Les atteintes de ces droits, pour faire une petite liste, même si c'est pas du tout exhaustif et puis c'est un peu horrible, mais c'est principalement les viols. Une femme est violée toutes les 7 secondes dans le monde. Les stérilisations forcées, donc pour les personnes qui sont pas trop faites de ça, les stérilisations forcées, c'est... Par exemple, j'ai fait un épisode avec mon invitée Claudia au Chili, qui explique que sous le gouvernement Pinochet, en fait, on est allé voir les femmes des peuples indigènes en leur disant « Oui, on va vous faire une petite consultation gynéco de routine ». Et en fait, elles sont reparties trompes ligaturées, voilà. Donc c'est une technique d'extermination douce d'une partie de la population, qui a complètement contribué au fait que les populations aborigènes et indigènes aujourd'hui n'existent plus. Donc la stérilisation forcée, ça fait partie de la violation de ces droits-là. Y a l'imposition des tests de virginité, les mutilations génitales féminines bien sûr, les mariages précoces, l'accès à un service sous réserve de l'accord d'une personne tierce, donc mari, famille, etc. Et peut-être quelque chose qui nous touche plus nous, mais les prestations de services qui sont de mauvaise qualité. Donc ça touche aussi, nous en France, où on peut avoir des violences gynéco-obstétricales, où on peut avoir un praticien de santé qui ne veut pas pratiquer l'avortement et qui nous fout un peu dedans par rapport au délai. Voilà. Donc, c'est le délit d'entrave, finalement. Ouais. Donc tout ça, ça a des conséquences, bien sûr, sur l'autonomie des femmes, sur leur propre corps. Donc on ne parle même pas là de désir ou de plaisir sexuel, c'est vraiment juste se réapproprier ce corps. Et pour aller un peu plus loin, ça n'a pas une conséquence uniquement sur les femmes, mais ça a une conséquence sur... il y a une baisse de la productivité économique, une diminution des compétences et des coûts supplémentaires pour les systèmes de santé et judiciaires de tous les pays du monde. Et d'ailleurs, c'est sur cette base-là que font passer certaines lois, beaucoup de gouvernements, comme par exemple nous, en 1975, le droit à l'avortement, on ne l'a pas eu pour le donner aux femmes parce qu'elles le méritaient. Il a été négocié parce que ça coûtait trop cher à la sécurité sociale de payer pour les avortements clandestins. Donc à prendre en compte l'aspect économique. C'est triste tout ce que tu nous rapportes là. Et à la fois, il y a des belles choses, il y a des beaux témoignages aussi dans ton podcast, des pays Exactement. qui sont plus avancés que la France sur certaines thématiques, comme le postpartum par exemple, au Gabon, où il y a quand même des choses positives dans certains pays. Alors, nous, il y a toujours un message positif qui est que, en fait, malgré tout ça, malgré tout ce qu'on se prend dans la tronche depuis... Et ben en fait, le seul truc qui tient, c'est qu'entre nous, s'il y a une sororité, Nour pourra en parler, mais dans son pays, l'avortement est illégal, mais il y a toujours moyen de s'arranger entre femmes, que nous, si on a ce soutien entre nous, le bruit qui court, c'est ça aussi, c'est de dire, on va pas se mettre des œillères, faire semblant de pas voir les discriminations qu'on subit, parce que ça serait contre-productif, on va bien les regarder en face, mais par contre, on va agir ensemble pour, à notre petite échelle, bien sûr, pour s'informer. Et du coup, quand on est au courant, par exemple, des violences gynéco et obstétricales, moi, maintenant, quand je vais chez la gynéco, je sais ce que je peux dire et pas dire, et je suis pas en position de soumission, ou voilà. Donc, c'est important aussi de remettre les faits sur la table, je trouve. Et du coup, c'est vrai que le podcast, c'est un bon moyen, un bon vecteur de communication et d'information sur ces thématiques-là. Complètement. Et puis la volonté, c'était vraiment... aussi qu'ils soient francophones, que toutes les filles soient francophones pour qu'on casse la barrière un petit peu de... on a tendance à écouter les gens qui parlent une autre langue à la télé ou quoi avec le doublage un peu comme s'ils étaient loin.
Là, on est avec des filles, elles parlent français, donc ces filles-là, c'est nous, quoi. Et voilà, ça crée cette espèce de proximité. Bon, tu sais donner envie d'écouter ton podcast, C'est du vrai bruit qui court, je le répète, pour les étudiants du coup, qui ne connaissaient pas. Complètement. Du coup, j'ai l'impression que l'avortement, c'est une thématique qui t'est chère. L'avortement dans le monde, le droit à disposer de son corps. Tu peux nous en dire quelque chose éventuellement ? Ouais. Alors, pareil, les chiffres, ils sont pas hyper reluisants. Alors, si vous voulez vous marrer, c'est pas tout de suite. Les chiffres, du coup, là, des avortements, parce que encore une fois, on est sur les droits, ce que ça implique de pas pouvoir avorter. C'est pas juste avoir un enfant quand on le veut pas. Parce que toutes les lois ont montré que même si on interdit l'avortement, ça diminue pas du tout le nombre d'avortements, ça augmente juste le nombre d'avortements clandestins. Donc le risque, il n'est pas juste d'avoir un enfant quand on veut pas, il est de mourir en fait. Et chaque année, c'est 47 000 femmes qui meurent suite à un avortement à risque. Donc c'est vraiment une question de vie ou de mort, quoi. Ça fait 129 personnes par jour, enfin 129 femmes par jour. Et du coup, oui, comme je viens de le dire, les lois, elles visent souvent à réduire le droit à l'IVG. Pavlina, qui est là, qui est slovaque, nous parle de ça dans son épisode, si vous voulez l'écouter, comment le gouvernement essaie de revenir sur des choses qui sont acquises. Et en parlant avortement, on parle forcément grossesse. Donc là, on est le 31 mars. Hier, le 30 mars, est sorti un nouveau rapport de l'ONU avec encore un chiffre complètement ahurissant. Mais on est dans le sujet. Une grossesse sur 2 dans le monde n'est pas désirée. Donc une grossesse sur 2, c'est une folie. Et 60% de ces grossesses non désirées, elles finissent en avortement. Donc soit on est dans un pays où l'avortement est légal, soit c'est avortement clandestin et il y a ce risque de décès. Et donc pourquoi ? Donc le rapport dit que la cause de tout ça, c'est pas d'accès à une contraception sûre, une pauvreté en général du pays, un faible niveau d'éducation des femmes, un faible accès des femmes au travail et une exposition à la violence ou à la contrainte. Donc on n'est pas dans les droits sexuels là, clairement. On est dans les droits sexuels violés. Oui, tout à fait. Mais ce rapport, il permet de le mettre en lumière et c'est hyper intéressant. Parce que je pense, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pouvais pas imaginer qu'une grossesse sur 2 était non désirée. Ça me paraît fou comme chiffre. Et en même temps, quand on pense 2 secondes à notre entourage, tout le monde connaît une femme qui est déjà tombée enceinte sans le vouloir. Donc c'est énorme, quoi. Même nous dans notre entourage. D'accord. Et je crois que justement, juste un flash actu, les délais d'IVG en France, puisque du coup on va peut-être parler de la France, ont été rallongés finalement grâce à la crise sanitaire avec une difficulté d'accès. Et donc pendant un temps, on a rallongé cette durée possible pour l'avortement. Et donc ça a été entériné même au-delà de la crise sanitaire. Et en France maintenant, on peut bénéficier d'une IVG médicamenteuse jusqu'à 7 semaines de grossesse et d'une IVG instrumentale jusqu'à 14 semaines de grossesse. Ce qui est plutôt une avancée aussi. Et puis un projet bientôt dans la feuille de route santé sexuelle 2021-2024 avec la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer l'IVG instrumentale. Donc c'est une avancée. Tu as d'autres informations sur l'IVG en France ? Tu voulais dire quelque chose ? Alors, pas particulièrement sur l'IVG, mais c'est vrai que dans le bruit qui court, il y a une volonté de comparaison avec ce qui se passe en France, parce qu'on est souvent sur un décentrage, si ça se passe pas chez nous, c'est pire ailleurs, etc. Donc on fait toujours un petit comparatif. Donc au niveau des droits sexuels et reproductifs, je voulais rappeler qu'en France, tous les ans, il y a 94 000 femmes entre 18 et 75 ans qui sont victimes de viol ou tentatives de viol. Donc on est le pays des droits de l'homme, c'est quand même un chiffre qui est énorme. Et surtout, dans 91% des cas, la victime connaît son agresseur. Donc il faut arrêter avec le fou caché dans un parking ou dans un buisson. 91% des cas, la victime connaît son agresseur et dans quasiment la moitié des cas, c'est le conjoint ou l'ex. Donc c'est encore des chiffres qui sont incroyables à intégrer parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a dit et fait croire un petit peu dans la culture populaire.
dans le film où il y a un méchant qui va violer une jeune femme en retraite. Enfin bref. Et concernant les mutilations génitales féminines aussi, il y a on pense tout de suite aux pays africains, voilà. Alors que bon, déjà, moi, les recherches que j'ai faites, oui, ça se pratique en Afrique, ça se pratique aussi beaucoup en Indonésie, dans certains pays du Moyen-Orient. Et en France, il y a 125 000 femmes adultes aujourd'hui qui vivent avec des mutilations génitales féminines et 60 000 excisées. Donc l'excision, hein, c'est l'ablation partielle ou totale du clitoris avec soit aussi les petites lèvres, soit aussi les grandes lèvres. Donc c'est des chiffres. Rappelez aussi que en France, on a nos propres problèmes et on n'est pas du tout... que le discours moralisateur de oui, mais là-bas, on ne respecte pas les femmes, voilà, il vaut pas, quoi. Il tient pas. Il vaut pas pour tout, oui, effectivement. Et Oui. il y a un rapport qui est sorti hier, je crois, de la commission ministérielle par rapport à l'inceste. Tu parlais des abus sexuels, où il y a énormément d'inceste aussi, d'abus sexuels en intrafamilial, et qui donnait des recommandations pour le gouvernement pour la prévention et la prise en charge des victimes. Et un des points importants, ça reste l'éducation, effectivement. Et on voit à quel point il est difficile de faire de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire, surtout en primaire ou en collège, c'est plus accepté parce qu'ils pensent qu'on va parler de la puberté, etc. Mais il y a beaucoup de familles qui s'insurgent, qu'on commence à parler de santé sexuelle à des enfants dans le primaire, parce que c'est vrai que souvent, et malheureusement, la sexualité est vue seulement sous un angle génital et pas sous l'angle des violences, pas sous l'angle du rapport homme-femme, du respect de son corps, du respect de l'autre. Et c'est dommage. Et c'est vrai qu'il y a une circulaire qui dit que normalement, à partir du primaire, il faudrait 3 séances d'éducation à la sexualité par an dans chaque classe, ce qui n'est pas du tout fait. Et si on veut le faire, il y a beaucoup de parents qui s'insurgent de ça, parce que je pense qu'ils ne savent pas de quoi on va parler à leurs enfants. Et quand on sait que c'est effectivement un intrafamilial, et donc le rapport est issu de témoignages de victimes, et qui disaient « oui, mais moi, à cet âge-là, à 5, 6, 7, 8 ans, je ne savais pas que ce n'était pas normal que mes parents me touchent, en fait, ou que mon père me touche, ou que mon oncle, ou etc. » Et c'est vrai que je suis assez sensible sur cette éducation à la sexualité, et que la sexualité soit vue sous l'angle de la santé sexuelle, avec vraiment toutes les composantes qu'elle regroupe, et qu'on sorte un peu de la génitalité. Voilà. Oui, parce c'est pas que une question, mais c'est une remarque. Mais la solution à tout ça, les recommandations, c'est vraiment l'éducation. Nour, du coup, c'est son sujet, donc elle va pouvoir en parler plus. La transition est ouais. Parfait. Par rapport à l'éducation à la sexualité, vous êtes en train de parler à propos de comment les enfants ils sont touchés. Nous sommes tu peux te présenter pour les je peux me présenter présenter. qui ne te connaissent pas. Je suis Nour, étudiante qui vient du Liban. Je suis à la base sage-femme et je continue mes études en master de santé publique, parcours éducation à la santé aussi, à l'UCA. Par rapport à l'éducation maintenant, à la santé, à la sexualité, surtout dans les écoles, par exemple, chez nous, ça n'existe pas. Ça vraiment n'existe pas. Tu ne peux pas voir que, par exemple, dans les cours de SVT, tout ce qui est seulement en rapport avec l'ovulation, point. C'est vraiment point. Tu es éduqué lorsque tu as tes règles, comme tu es maintenant une femme, tu es dans l'âge de la procréation, tu es vraiment éduqué à que personne ne doit... Tu es éduqué à propos de la pénétration, que personne ne doit... Tu ne dois pas faire des relations sexuelles, tu ne dois pas faire des rapports sexuels. Tu n'es jamais éduqué que, par exemple, si quelqu'un te touche de cette façon-là, c'est interdit. Alors, c'est vraiment un cause chez nous des violences sexuelles, vraiment. Est-ce qu'on vous explique la reproduction quand même ? Visiblement, oui. L'ovulation... Oui, avec les animaux. Comment ? Avec les animaux. Ah. Tu ne prends pas ça pour les humains, tu prends ça pour les animaux. Tu ne prends pas les maladies sexuellement transmissibles. Tu prends seulement tout ce qui est VIH, parce qu'il est en rapport avec le système immunitaire. C'est comme ça le cursus. Et le cursus n'a pas changé depuis 20 ans ou 25 ans chez nous, parce que tous ces changements-là, ils sont en rapport avec la politique. Et la politique, elle est en rapport avec tout ce qui est religieux. Et alors, il n'y a pas de changement. Parce que c'est l'autorité religieuse qui dit oui ou non.
Mais par exemple, une jeune fille de 16 ans qui aurait étudié la reproduction de la chèvre, est-ce qu'on lui dit que chez la femme, c'est pareil ? Oui. 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 Donc, C'est- en France, c'est parfois un peu ça aussi, certaines écoles. Non, c'est vrai. Oui. Voilà. J'étais en train de voir, Malheureusement, oui. j'étais en train de voir depuis 2 jours des outils pour l'éducation à la sexualité. C'était vraiment seulement des connaissances par rapport à tout ce qui est reproduction, tout ce qui est organes, et c'était seulement pure connaissance. On n'aborde pas plus de sujets que ça. Ouais. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a très peu de manuels scolaires, même en France, où on voit apparaître le clitoris de la femme. Et c'est vrai que la fonction hédonique de la sexualité est très peu abordée. Moi, je ne savais pas c'est quoi le clitoris avant 3 ans, vraiment. Si je n'étais pas sage-femme, si je n'avais pas pris un cours de sexologie, je ne savais pas la différence entre clitoris et vagin. Je ne savais rien parce que lorsqu'on prend l'anatomie après, tu prends que c'est un organe. Tu ne sais pas quel est le fonctionnement de cet organe. Que, par exemple, c'est l'organe de plaisir. Les femmes qui viennent chez nous après, par exemple, pour consulter, elles viennent seulement pour l'accouchement, pour tout ce qui est grossesse. Il y a une étude qui a montré que 97% qui vient pour grossesse, 20% seulement d'elles, ils ont consulté pour un suivi régulier. Alors, les femmes ne sont pas éduquées même à faire des suivis gynécologiques normaux pour elles. Et c'est un cause après de tout ce qui est maladie, pas seulement maladies sexuellement transmissibles, de l'endémétriose et toutes ces maladies qui sont en relation avec le système reproductif féminin. Oui. Quelle différence tu as trouvé en arrivant ici, du coup, en France, par rapport au Liban ? Qu'est-ce que tu trouves, quel droit tu trouves que nous, on a et que vous, les femmes libanaises, n'ont pas encore ? Qu'est-ce qui t'a frappé ? Trop de choses m'ont frappé. Trop de choses. Je ne trouve pas les mots. Oui. Alors, ce qui t'a le moins frappé jusqu'à ce qui t'a le plus frappé, il y aura moins d'émotions, du coup. Nous sommes au Liban considérés comme un des pays qui est un pays plus libéral que les autres pays arabes. Mais même avec ça, nous n'avons pas accès à, je crois, un de ces 10 droits qu'on a déjà cités. Nous n'avons pas accès à l'éducation à la sexualité dans les écoles. Et si c'est fait par des initiatives des professionnels de santé seulement. On n'a pas l'accès au plaisir. Je peux dire ça parce que la femme ne sait pas c'est quoi plaisir vraiment. Il y a peu de femmes qui savent c'est quoi plaisir, c'est quoi orgasme, c'est quoi une relation sexuelle. Pour eux, les relations sexuelles, elle est limitée par la pénétration seulement. Et le plaisir de l'homme vient avant leur plaisir. Si je dois dire accès aux soins, on n'a pas accès aux soins, on n'a pas accès aux contraceptifs maintenant. Parce que à cause de la crise économique, à cause que le Liban il a un système sanitaire privé, donc on a accès à rien. Je peux encore citer des choses, mais oui, en gros, nous, on n'a rien de ces 10 droits. Surtout maintenant, surtout après une explosion, après une crise économique. Et on sait toujours que la femme et les enfants, ils sont toujours les plus vulnérables. Ils sont la population qui sera la plus touchée dans une crise, comme Chloé a déjà dit. Alors moi, je te trouve très courageuse de venir t'instruire ici en France, t'instruire, ouvrir le champ des possibles. Et je me pose vraiment la question pour toi, quand tu vas retourner au Liban, si tel est ton projet, de comment tu vas pouvoir faire bouger un petit peu les choses, par quels moyens, est-ce que tu vas être soutenue, est-ce que tu vas pas être punie pour ce que tu souhaites faire, et est-ce que tu vas pas subir des pressions ? Comment toi, tu te projettes dans ton retour au Liban ? Moi, je suis venue ici parce que j'ai déjà travaillé au milieu communautaire. J'ai déjà travaillé avec des femmes en éducation et promotion à la santé sexuelle et reproductive. Alors, j'ai dit que je veux développer plus des compétences pour pouvoir y mener, moi, mes propres projets, parce que j'ai une vision. Je sais qu'on peut changer. Même si c'est à une petite échelle, oui, vraiment, on peut changer. J'ai vu à peu près 20 à 30 et plus que ça des femmes que l'éducation seulement elle a amélioré leur vie d'une manière ou d'une autre, seulement si tu as une seule femme qui vient chez toi et tu l'aides seulement à choisir un contraceptif, tu l'aides seulement à savoir que c'est elle qui choisit combien d'enfants elle veut avoir, quelle est la manière d'accouchement qu'elle souhaite. Et je crois que, oui, vraiment, on peut changer. Alors, lorsque je retourne au Liban, je sais qu'il y aura des gens qui ont la même volonté que moi.
changer, de développer cette société parce que notre société, elle a vraiment besoin de changement, elle a vraiment besoin de développement. Et comment dire, je crois aux femmes. Vraiment, je crois que la femme, elle peut vraiment faire des miracles parce que avec tout ce qui se passe maintenant chez nous, tu vois, les femmes, à chaque jour, vraiment, j'ai dit ça l'autre fois dans mon podcast, que les femmes, chaque jour, luttent pour leurs droits, luttent pour leurs enfants, luttent pour que notre futur ne sera pas comme maintenant, comme notre présent et même comme notre passé. Alors, oui. Alors, comme elle donne la vie, elle peut changer la vie, c'est ça? Elle peut changer la vie. C'est chouette, toute cette énergie et cette volonté que tu as. Là, tu parlais de choix de contraception. Donc, il y a accès à contraception au Liban? Il y a accès à la contraception. Avant la crise, on trouvait des contraceptions qui étaient gratuites dans des dispensaires, par exemple, dans des centres de soins primaires, dans des ONG, surtout parce que nous avons des réfugiés chez nous. Donc, où il y a des réfugiés, il y a des organisations non gouvernementales qui travaillent. Mais avec la crise économique, on a eu une crise médicamenteuse. Alors, pour 3 mois, on n'avait pas de contraception. Les préservatifs, par exemple, qui étaient aussi offerts gratuitement dans les dispensaires, n'existaient plus. Et les préservatifs, avec l'augmentation de prix qu'on a, on a eu une augmentation de prix vraiment, vraiment... vraiment... par exemple, on a dit l'autre fois que une boîte de préservatifs, ça coûte à peu près 100 € chez nous. Ouais. Et on a une crise économique en même temps que ça. Mais maintenant, je crois que aussi avec l'initiative de tout ce qui est organisation, tout ce qui est ONG et tout ça, c'est mieux un peu. Mais on pose la question, il y a des contraceptifs, mais est-ce que les femmes savent qu'il y a ces méthodes-là? Est-ce que c'est son droit à elle-même de choisir ce qu'elle veut? Parce que je ne crois pas que ça existe aussi. D'accord. Il faut qu'elle demande par exemple l'autorisation du mari ou de la famille ou Tu as trop des femmes qui viennent qui me disent que moi je crois que c'est un choix, c'est son propre corps, donc elle peut choisir, elle peut négocier avec son mari, avec son conjoint à propos du nombre d'enfants. Du nombre d'enfants et tout ça, mais c'est à elle-même de choisir, c'est à elle-même de savoir par exemple qu'est-ce que j'ai comme contraception et qu'est-ce que je dois choisir. Et en plus, par exemple, il y a des femmes qui viennent en choisissant le DIU, l'implant. Il dit la première question vraiment, surtout, est-ce qu'il va déranger mon mari lors des relations sexuelles? Alors, tu viens et tu essayes d'expliquer autant que possible non, que ça ne dérange pas, que par exemple, le fil, il restera loin et tout ça. Et après, je discute avec mon mari et je reviens. Comme ça, je discute avec mon mari et je reviens. Toujours l'homme, vraiment l'homme, il est avant nous. Ses plaisirs, ses souhaits, tout ça, toujours il est avant nous. Pas seulement dans la contraception, on peut voir aussi ça dans les relations sexuelles. Il y a trop de femmes qui viennent consulter pour des infections vaginales, par exemple, ou lors du traitement, on doit faire une abstinence. Et elle dit, alors il va se déranger, comment je dois pas faire des relations sexuelles? Mais elle ne dit pas ça parce qu'elle veut faire des relations, mais non, parce que lui, il sera dérangé. Et est-ce que tu arrives, lors de l'entretien, justement, à leur faire prendre conscience que leur corps leur appartient, que leur plaisir leur appartient et qu'elles peuvent décider ou pas d'avoir un rapport sexuel? Est-ce que par la conversation, tu arrives à faire évoluer les pensées? Parce que moi, effectivement, je reçois aussi des personnes issues de ces cultures et je m'aperçois à quel point c'est compliqué. Alors, je me dis aussi, c'est parce que je ne suis pas de la même culture et mon discours ne porte pas autant que quelqu'un qui serait d'une culture similaire. Mais j'ai l'impression que c'est tellement ancré et tellement que c'est compliqué à faire évoluer. Et je me demande même s'il faut le faire évoluer parfois. Enfin, oui. tu vois, parce qu'après, elles vont se retrouver en difficulté. C'est un bouleversement chez ces femmes quand je leur dis les droits sexuels, etc., etc. Et je vois que c'est un tel bouleversement, je me dis, mais est-ce que j'aurais dû, en fait? Tu es en train de leur donner le pouvoir. Alors, pour les hommes, ça ne va pas marcher. Et vraiment, lorsque la femme connaît tout leur corps, le plaisir, l'orgasme, leurs droits, alors elles auront le pouvoir et ça vraiment effraie les hommes. C'est pour cela que chez nous, c'est pas possible que tu connais tout ça. Mais oui, j'ai essayé plusieurs fois, durant les conversations, durant les consultations, de dire que c'est ton corps. Toi, tu décides quoi faire avec ton corps. Il y a des femmes...
vraiment qui sont très dures à changer leur mentalité et tout ça. Mais il y a des femmes qui essayent. Parce que vraiment, c'est la volonté qui est en nous qui va travailler. Par exemple, je ne peux pas oublier ça, j'ai eu une femme, c'est la femme qui est venue pour une infection vaginale, mais elle était chronique parce qu'elle ne savait pas comment guérir. Elle n'a pas pris le bon traitement et ça a duré 1 mois. Alors 1 mois sans relation sexuelle avec son mari. Elle revient vraiment après 1 mois en pleurant. Elle entre dans le centre en pleurant et moi j'étais choquée. Alors j'ai dit pourquoi tu pleures? Elle m'a dit parce que j'ai essayé hier de faire une relation sexuelle mais j'avais trop de douleur. Alors j'ai dit mais parce que tu as trop d'infections, ça va causer du douleur. Elle m'a dit mais lui il est un homme, il ne sait pas comme ça, il a ses plaisirs. Alors moi j'étais obligée de faire ça. Alors j'ai dit comment tu fais ça? Tu fais ça et tu es en douleur. Elle m'a dit quoi? Comment tu connais ça? Tu n'es pas mariée, toi. Alors j'étais comme ça, moi. Je suis formée pour t'aider, vraiment. Et elle m'a dit, alors je ne peux pas le laisser comme ça. Je ne peux pas le laisser sans relation sexuelle. Ce sentiment de culpabilité chez les femmes, que je viens vraiment... Que tout ce que je veux, ça vient après l'homme, c'est vraiment catastrophique. Après, parce que, en fait, ce que je lui demandais, c'est ce qui t'a choqué en arrivant, mais quand même, rappelons qu'en France, on est encore dans ce truc de culpabilisation à fond dans les relations sexuelles, où c'est le mec avant tout, où c'est toujours ce truc, ils ont des besoins, alors que pas du tout, mais... C'est des désirs. Oui. Voilà, il y a quand même cette charge sur les femmes ici aussi, aujourd'hui, et comme tu dis, d'en prendre conscience, de le dire, d'éduquer, ça rend le pouvoir aux femmes sur leur plaisir, en fait, juste leur désir, leur plaisir, et de se reconnecter avec ça, en fait, après, tu peux plus être dans une relation contrainte, parce que tu respectes plus ton corps. Oui. Moi, je le retrouve beaucoup, tu vois, en France, pour des personnes qui ont des maladies chroniques, des femmes qui viennent avec des maladies chroniques qui génèrent des troubles sexuels. Et c'est pas tant le fait de ne pas avoir une sexualité avec pénétration qui leur pose problème. C'est l'idée qu'elles vont pas donner satisfaction à leur conjoint. Et tu vois, c'est très présent en France ici. Et leur souffrance découle de là, mais ne découle pas d'autre chose. C'est la culpabilité qui est au premier plan. Et je crois aussi que malheureusement, et j'imagine c'est pareil au Liban, qu'on a du mal à s'imaginer une sexualité en dehors de la pénétration vaginale. Et encore une fois, je leur dis ça sert à faire des bébés, souvent elles sont âgées, je dis les bébés c'est derrière vous, on s'en fout, maintenant c'est fini cette pénétration vaginale, on va essayer de faire autrement, vous allez essayer de faire autrement. Et elles sont toutes soulagées et toutes contentes, mais tu vois, c'est quelque chose de très transversal et d'universel, effectivement. Oui. Oui, peut-être une dernière question, Nour, et tu as un peu répondu d'ailleurs, c'est comment les femmes libanaises, elles vont pouvoir s'emparer de leurs droits sexuels et reproductifs avec une chape éducative, culturelle, religieuse et politique. On va bien venir avec nos ONG, on va te donner des préservatifs et tu vas pouvoir les revendre pour avoir de l'argent, pour promouvoir la santé sexuelle, mais au-delà de ça. Avant de venir, j'avais avec moi... une boîte de tout ce qui est préservatif que l'ordre m'a donné pour distribuer, surtout dans ma communauté. Alors avant de venir, j'ai dit à ma mère que tu peux maintenant distribuer ça à toutes les femmes qui sont à côté de nous avec cette crise économique. Mais je crois que je sais que je répète ça, mais c'est la volonté des femmes et des professionnels de santé. Et maintenant, c'est parce que l'ordre travaille qu'on peut changer. On peut essayer. Je sais qu'on ne peut pas, par exemple, maintenant introduire l'éducation à la sexualité dans le cursus. C'est quelque chose de politique. D'accord. Alors, on peut faire des interventions dans les écoles, pour moi. Alors, on ne peut pas, par exemple, promouvoir tout ce qui est santé sexuelle et reproductive par les médias. OK, on fait ça dans les communautés. On fait des visites à domicile. On parle à ces femmes directement. On essaye que ces femmes, parce que la femme, elle peut influencer ses enfants et elle peut influencer toute la communauté. Alors, à un vrai petite échelle, on travaille et ce petit échelle, il va prendre du temps, mais je crois que on peut voir des changements, vraiment. Tu vas t'infiltrer dans tous les interstices possibles. Oui. Où je peux entrer, je serai là et je serai là pour les femmes, vraiment. Super. Bon. Eh ben, merci en tout cas à vous
d'avoir intégré le point Q du SSU. Sincèrement, je pense que grâce à vous, ça va permettre de faire connaître ce podcast, parce que c'est vrai qu'au service santé universitaire, on fait plein de choses, mais on a beaucoup de mal à se faire connaître des étudiants. On en discutait d'ailleurs. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ça en partenariat avec nous. Et Merci à puis, Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants étrangers et qu'en écoutant le podcast, ils vont certainement se reconnaître dans plein de choses et aussi, comme Nour, semer des graines et faire pousser un petit peu la liberté, quoi. c'est ça. Merci pour cette belle conclusion. Merci à vous. Bah oui, merci pour l'invitation à toutes les deux. C'était hyper intéressant d'avoir tous ces points de vue là, hyper enrichissants. Oui, merci vraiment pour cette intervention. Merci à toi de nous avoir écoutés, jeune oreille étudiante. Ou pas. J'espère que ce podcast t'aura donné quelques informations utiles. Si tu as des remarques, on sera très heureux et heureuse de discuter sur nos réseaux. Facebook, Étudiants Relais Santé Clermont. Instagram, Étudiants Relais Santé Clermont, mais tout attaché. Lâche un petit pouce bleu et abonne-toi pour retrouver plein d'infos utiles à ta santé. Ce podcast a été réalisé avec l'aide des chargés de prévention et de la sexologue du SSU, avec qui tu peux prendre rendez-vous si tu as des questions sur le sujet. Prends soin de toi et de ton plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures.